Alors, merci beaucoup, donc, Jean-François Puf, pour cette communication à la fois complémentaire et convergente avec celle de Claude Pérez. Alors, je vais donner la parole à la salle, l'assistance. Est-ce qu'il y aurait des remarques, des questions suite à ces deux communications, donc, qui posent le problème de l'unité ou de la dialectique avec ou sans synthèse de cette œuvre, donc difficile forcément à étiqueter, ça va de soi. Questions, des remarques. Alors peut-être je vais commencer par quelques de mon côté. J'avais peut-être quelques questions à Claude Pérez. Tu as parlé de, enfin, la question initiale était cette idée de une poétique ou la poétique des lueurs, mais dans quelle mesure le fait de parler d'une poétique de l'hétérogène ne résoudrait pas la question? C'est tout ce que tu as montré en fait, c'est-à-dire il n'y a pas que des poétiques de l'unité. Enfin, il y a plusieurs, forcément, il y a des pensées de la multiplicité, des poétiques de la multiplicité, du multiple, toute une série de variations en dehors de l'un, enfin disons, et c'est surtout dans un contexte, peut-être dans un contexte où la négativité est présente, donc dès le titre de l'œuvre. Peut-être, oui, première question, enfin, vos remarques en fait, je dirais. Disons, une poétique de l'hétérogène ou qui serait peut-être aussi liée avec certaines traditions baroques, je ne sais pas, de la marqueterie mal jointe ou de la variété, mystique de la variété, ou du grotesque au sens presque étymologique de la tradition, disons, grotesque, au sens de la Renaissance. Alors, oui. Pareil. Oui, bien sûr, on peut parler d'une poétique de l'hétérogène. Si je commence comme ça, c'est aussi peut-être pour des raisons, je dirais, d'ordre pédagogique, parce que il me semble que on fait peut-être trop confiance à certains adjectifs. C'est un poète surréaliste, donc voilà, on va chercher les réponses aux questions dans le surréalisme. Il me semble qu'on peut peut-être trouver certaines réponses dans le surréalisme, mais on les trouvera pas toutes. On peut aller chercher d'autres réponses dans une vulgate qui serait une vulgate dada, même si dada c'est loin d'être quelque chose d'unifié. Il faut mettre dada au pluriel là aussi. Voilà, et on ne trouvera pas non plus toutes les réponses dans... On peut pas... Je crois, enfin, ce qui me frappe, moi, dans ce livre, c'est quand même son caractère de fourre-tout. Il a mis là-dedans des choses qu'il avait dans son magasin. Il a mis des recueils qu'il avait, et puis il a mis des poèmes, et puis etc. Et il l'a dit ensuite lui-même. Alors, je sais bien, l'université, d'une manière générale, n'aime pas ça. Les jurys d'agrégation veulent de l'unité, parce que c'est la condition de la belle œuvre. Voilà, mais je crois que là, ça marche pas. Enfin, ce recueil est un mix, c'est un mélange. Pascal Quignard dirait c'est une satura, même s'il n'emploie pas ça à propos de poèmes. Voilà, c'est un pot pour un méli-mélo. Voilà. Voilà, on en parlait hier, n'est-ce pas? Mallarmé aurait dit c'est un de ses livres comme je ne les aime pas, comme il le disait à propos de son propre livre, n'est-ce pas? Voilà. C'est juste ça. Et je crois que les exercices, enfin, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu lire, des tentatives faites ici ou là pour essayer de convaincre qu'il y avait une unité dans ce livre, et même, il me semble que c'est Gatto qui essaye de montrer qu'il y a une construction du livre, etc. Moi, je suis pas du tout convaincu par ça. Je suis pas du tout convaincu. Voilà, c'est ça. Il essaye de montrer que les poèmes relatifs aux peintres sont disposés pour des raisons enfin, qu'on peut déterminer à tel endroit dans le poème. Moi, j'y crois pas. Enfin, je veux dire, ça me convainc pas. Voilà. Donc, je pense que, enfin, c'est je veux dire, rendre justice à ce livre. Ce qui n'est peut-être pas facile aujourd'hui, parce que ça, c'est une autre question qu'on n'a pas abordée, mais il y a aussi un problème qui est celui de l'actualité-inactualité d'Éluard.
Et on peut s'interroger sur les raisons qui font qu'il est aujourd'hui au programme de l'agrégation. Il y était déjà le même volume il y a de très nombreuses années. Lorsque j'ai moi-même passé l'agrégation, c'était déjà, hein, vous voyez le temps que ça fait. On le remet, le même livre d'Éluard, au programme. Aujourd'hui, c'est étrange parce que il n'y a pas d'actualité critique d'Éluard. Il va y en avoir une cette année, ça c'est sûr. Mais autant que je sache, il n'y a pas d'actualité critique d'Éluard, c'est-à-dire que c'est un poète qui a été délaissé par la critique et par les thésards depuis plusieurs années. Il y a de moins en moins de thèses sur Éluard depuis. J'ai fait des statistiques. Non, il y a, je veux dire, mais c'est un poète qui n'a pas un succès critique actuel. Et par ailleurs, il y a aussi le problème de son rapport avec les poètes vivants. J'ai en souvenir, j'ai en mémoire un article dans le colloque de Nice, il y a oui c'est ça, Éluard à 100 ans, dans lequel il y a un article assassin de quelqu'un qui va interviewer des artistes, des poètes contemporains, et le résultat, c'est que finalement, ils ont tous cessé de lire Éluard. Alors, je dis pas qu'ils ont raison. Entendons-nous bien, ils ont peut-être tort, mais voilà, c'est quand même une question qui se pose, me semble-t-il, c'est-à-dire celle de voilà, Éluard aujourd'hui. Moi, je lis avec beaucoup de plaisir certains des poèmes de Connaissance de la douleur, en particulier ceux de répétition, qui m'intéressent, que je trouve des poèmes qui m'intéressent. Voilà. Après, il y a d'autres poèmes de poèmes. Je veux dire, deuxième question. À propos du fait de revoir un peu l'étiquette concernant la revue Proverbe, donc revue dadaïste, et tu as bien montré le rôle de Paulin, dans quelle mesure il fallait, disons, ajouter une autre dimension. Mais non, peut-être deux choses. Il y a aussi, il faudrait bien sûr, évident qu'il y a le versant de Zara lié à revue Proverbe, avec le programme qui consisterait à humilier la parole. Donc toi, tu as insisté sur le fait de l'autre programme venant de Paulin qui consisterait à justifier la parole. Donc il y a une tension, me semble-t-il, quand même une tension entre justifier la parole et humilier la parole. Zara, Paulin, enfin il y a encore une tension, une de plus, puisqu'on n'a fait finalement que déplier cette idée ce matin. Et comment tu entends cette formule de justifier la parole? Est-ce que, même si tu as donné des éléments déjà dans ta communication, est-ce que on est du côté d'une forme de cratilisme, de la justesse du nom? Enfin, sans doute pas, ça, a priori. Parce qu'il y a une dimension cratilienne chez Éluard, mais je pense que c'est peut-être plutôt une fausse piste qu'une bonne piste. Enfin, cette idée d'une justice, justesse, justification de la parole. C'est bien embarrassant ta question, je ne sais pas y répondre. Je ne sais pas. Justifier la parole, je ne sais pas. Je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Moi, il y a... Enfin, à certains égards, lorsqu'on lit Proverbe, qui est à peine une revue, hein, c'est une feuille, Proverbe, c'est une feuille pliée en quatre. C'est ça, Proverbe. Hein. On appelle ça une revue, mais c'est quatre feuillets. Lorsqu'on lit Proverbe et qu'on lit les textes de Proverbe, on peut avoir l'impression effectivement d'une revue dadaïste. Et en fait, puisque lorsque j'ai fait cette édition de la correspondance dont parlait Thierry tout à l'heure, je suis allé voir le dossier de Proverbe, etc., etc. Il y a énormément de choses qui sont des choses de Paulin qui ne sont pas signées parce que Paulin ne voulait pas les signer. Et Paulin n'est pas du tout dadaïste. Il dit dans une lettre à Zara, il tenait Zara pour un con, c'est son expression. Hein, voilà. Bon, il est donc pas du tout dadaïste. Simplement, il dit un jour dans une lettre à Éluard, il lui dit aujourd'hui, je me sens dadaïste. Point. Un faux peut-être, direz-vous. Faux dadaïste. Et je crois que c'est ce qu'on voit dans Proverbe, c'est-à-dire qu'on voit des exercices qu'on peut prendre et qu'on peut lire comme des exercices dadaïstes. Par exemple, on prend une phrase, on la tourne dans tous les sens, les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, ou bien on la coupe progressivement, etc. Ces exemples que j'ai cités sont des exemples qui sont de la main de Paulin.
Et il est évident qu'il ne s'agissait pas pour lui de montrer que, je ne sais pas, le langage est absurde, etc. C'est pas ça du tout. C'est d'essayer de voir comment ça marche, d'essayer de voir comment ça fonctionne, et d'essayer de le faire dysfonctionner pour qu'on voit à quel point ça dysfonctionne. Par exemple, si je prends une phrase « Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse », j'en enlève une chose, je continue à comprendre. J'en enlève un autre morceau, je continue encore à comprendre. Puis il y a un moment où je comprends plus. Il y a un moment où ça ne veut plus rien dire. Donc ces espèces de petits exercices pratiques, il y a des choses, enfin les recoupements avec la revue dont j'ai parlé, qui s'appelle Le Spectateur, qui date donc d'avant la guerre de 14, sont vraiment frappants. Ça me paraît incontestable. Et c'était des gens qui ne pouvaient pas être dadaïstes. C'était des lecteurs de Taine. Taine, le philosophe positiviste de la fin du XIXe siècle. Voilà, la convergence entre des lecteurs de Taine et des dadaïstes, c'est quelque chose qui est de l'ordre du malentendu. Mais Paulan adore les malentendus. Il les organise. Il aime ça. Donc il est organisé. Celui-ci, ça lui ressemble. C'est tout à fait lui. C'est tout à fait ça. Une question pour Jean-François Puf. De quoi Gala est-elle le nom? C'était justement le problème du nom, en fait, du nom de Gala, et le fait que son nom n'apparaisse pas, si ce n'est son l'initiale, et la dédicace se trouvant pas au début de Capital de la douleur, mais uniquement dans la troisième et dernière section. Et il me semblait donc qu'il y avait peut-être un écart par rapport à la grande tradition lyrique chez Éluard, le fait qu'il n'y ait pas d'amour du nom, pour reprendre la formule de Martine Broda. Peut-être, alors, Gala a-t-elle un nom? Peut-être qu'elle est du côté où elle nomme l'innommable. Enfin, je ne sais pas comment articuler ça, peut-être, enfin, ajouter cette dimension à ton propos, en fait, voilà. Il me semble que Éluard à la fois s'inscrit dans la tradition lyrique, de la lyrique amoureuse, mais en même temps, il la renverse, et ça pourrait en être un autre signe. C'est-à-dire que, dans la grande tradition, par exemple, de la lyrique mélancolique, médiévale, et ensuite Renaissance, dans toute la tradition, c'est l'amour pour une image, c'est l'amour fantasmatique qui crée la mélancolie et la folie d'amour. Et la donna est absente. Ça ne veut pas dire qu'elle est une idée. Chez les troubadours, elle n'est pas une idée au sens platonicien du terme, elle existe, mais elle est absente. On ne la saisit pas charnellement. Alors que la possession que Gala exerce sur... il y a le nom, il reste le nom, le signifiant. Alors, qu'on peut, comme matrice. Disons que juste là la possession qu'elle exerce, elle est charnelle. Et donc, Éluard renverse la proposition au sens où il arrache une image heureuse, belle, à une présence négative, en fait. Et que donc, il y a une espèce comme ça d'inversion du schème amoureux chez Éluard. Alors, après, l'amour du nom, je crois aussi que... Parce qu'il y a un amour du corps. Parce qu'il y a un amour du corps. Je ne suis plus pas du tout dans la perspective du poète aime pour écrire de la poésie. L'amour n'est qu'un prétexte. Le nom vaut pour la chose, y compris le nom de la femme aimée. Moi, je m'inscris dans la perspective de Jacques Roubaud dans son livre sur les troubadours, qui considère la lyrique amoureuse comme un rapport à soi d'ordre éthique, qui implique aussi un rapport à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on va faire de ça une question biographique au sens bébête du terme, mais qu'on ne s'enferme pas dans la sphère du langage amoureux qui s'aime lui-même et qui tourne en lui-même pour lui-même, au fond. Et il y a un objet, il y a un devenir de cet objet dans l'existence et dans la parole, en fait, chez Éluard, me semble-t-il. Bon, comme Gala ne peut pas devenir, on ne peut que s'en séparer, au fond. Et je crois que toute l'entreprise ultérieure d'Éluard consiste précisément à être dans un devenir, dans une dialectique qui permet de surmonter le négatif, ce qui précisément est interdit dans ce recueil, qui de fait ne peut pas avoir d'unité, puisque les choses sont brisées et posées les unes à côté des autres, au fond. Mais c'est quand même la genèse, c'est quand même le creuset, c'est quand même le point de départ